tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui je suis en compagnie de Bashtirn qui va nous parler des Necrons dans la V9 et de ce magnifique nouveau codex ici présent avec sa nouvelle formule. Au sommaire, tu vas nous parler des règles génériques, tu vas nous parler des protocoles, des strata et aussi d'une liste V8 qui va passer mutée en V9. C'est ça, la transformation, qu'est-ce qui change? Voilà, et que nous allons après jouer dans un rapport de bataille. Tu vas nous expliquer quels sont tes choix et pourquoi. C'est parti! Au début, nous allons donc parler du matériel. Qu'est-ce que tu as pensé du codex sur le plan de l'ergonomie et du cosmétique? Au niveau visuel, on peut dire qu'il est beau. Ouais. On est content d'avoir un bel objet en main. Et quand on fait le parallèle avec la version V8, on s'aperçoit qu'il y a une différence de taille. Ce qui compte, c'est pas forcément la taille. C'est le goût. Mais je te laissais le dire. Mais on constate que dans le même esprit qu'avec les bandes dessinées, entre les bandes dessinées des années 80 et les bandes dessinées d'aujourd'hui, la taille n'est pas du tout la même. Donc la taille n'est pas la même, et du coup, l'ergonomie, est-ce que tu trouves que c'est mieux, plus agréable à lire? Comment ça se passe? Alors effectivement, on voit une progression, une amélioration, je trouve, en règle générale d'ailleurs, sur Game Workshop, de leur travail, parce qu'à la fin, par exemple, si on prend les dernières pages, on a, comme pour le Codex Space Marine, la valeur des unités que l'on trouve largement plus claire. On trouve tout de suite, tout est sur 2 pages, voilà, c'est mieux. Alors, au niveau des illustrations, on peut en avoir des nouvelles, comme celle-ci par exemple, qui est vraiment très jolie, et qui donne vraiment envie de jouer les Necrons. En fait, c'est des doubles pages, un petit peu comme dans les nouvelles BD, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, où vraiment on peut rentrer quelque part dans l'imaginaire grâce à ces doubles pages un peu posters dans les ouvrages, comme pour les bandes dessinées. Ok, donc là, c'est un bon point pour Games Workshop. Certains disent que ça fait un petit peu justement bande dessinée, c'est un petit peu, enfin c'est pas assez grimdark pour certains. Moi je le trouve plutôt grimdark et plutôt sympathique. Et franchement les illustrations des Necrons autrement qu'en action de guerre sont intéressantes. Et alors le quid des cartes, parce qu'en V8 les cartes c'était pas mal, mais c'était pas indispensable. Là, j'ai l'impression qu'avec tous les changements de règles, en tout cas pour les Space Marines, mais ça a l'air d'être le cas pour les Necrons, avec tous les changements de règles, les cartes sont pas indispensables, mais nécessaires. Alors, elles sont pas indispensables, effectivement, mais comme d'habitude, c'est pratique. Ouais. Voilà ce qu'on a. Des belles cartes qui sont là. Jolies cartes. Et notamment, moi je trouve ça pratique pour la nouvelle règle qui parle du protocole de commandement. Ouais. Dont on va avoir besoin, on a besoin de s'y référer à tous les tours. Alors, avoir une carte qu'on pose et puis qu'on retourne pour avoir les aptitudes équivalentes pour le tour, je pense que c'est au moins utile. Après, évidemment, on peut se les faire soi-même, les écrire sur une feuille en papier, bien sûr, mais c'est moins bien. Oui, alors c'est intéressant aussi parce que dans la compréhension globale du jeu, parce que pour jouer à 40 000 x 2, et souvent c'est vrai que l'adversaire se retrouve un petit peu paumé, on ne sait pas trop, on lui dit, bah tiens, on est dans, si on prend par exemple les Space Marines, on va dire, voilà, on est en doctrine tactique. Alors, oui, tu es en doctrine tactique, tu as changé, tu n'as pas changé. Là, avec le fait d'avoir une carte sur la table, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Et la personne peut s'y référer, elle n'est pas obligée de lui redire 50 fois. Exactement. Donc, effectivement, c'est plutôt intéressant dans la clarification des règles, mais aussi la transparence du jeu pour pas que la personne se retrouve un peu lésée. L'exemple type, c'est l'exemple des points de commandement, de la relance de commandement. On ne sait jamais si tu l'as déjà fait assez de phases, tu l'as pas fait assez de phases, avec une carte qu'on retourne ou qu'on retourne pas en disant bah voilà, si je l'ai utilisé, je l'ai pas utilisé, voilà. Donc c'est vrai que les cartes ont leur intérêt, et là dans le cas présent, j'ai l'impression que c'est vraiment une nécessité. En plus, bon, le format est sympa, c'est plutôt bien écrit. Et il y a beaucoup de règles, beaucoup de nouvelles règles pour les Necrons. Ouais. Donc si on peut simplifier visuellement le jeu, c'est un bon point. Yes. Et bien puisque tu parles des nouvelles règles, on va venir tout de suite sur les règles génériques Necrons. Tu nous as fait une grosse review, tu as fait un gros tri dans les règles. Alors les règles génériques, la première qui vient à l'esprit... La plus emblématique, c'est quand même le protocole de réanimation. Alors, parle-nous du protocole de réanimation. Alors le protocole de réanimation, je vais lire brièvement la règle, parce que le wording, c'est vrai, il est un peu touffu, bon finalement la règle est simple. À chaque fois, je rajoute le A, il y a une petite faute de français, à chaque fois qu'une unité ennemie tire ou combat, alors déjà, il faut s'arrêter là-dessus. Parce que l'ancien protocole de réanimation permettait de relever des figurines, même à partir du moment où elles étaient détruites.
mais détruite de n'importe quelle manière, y compris par exemple pour un smite. Ouais, d'accord. Là, on parle bien de tir ou de combat, donc ça limite déjà les possibilités. Alors ça veut dire que en psy, si par exemple tu prends un châtiment, tu ne peux pas te servir de ton protocole. Donc ce n'est pas un feel no pain. Ce n'est pas un feel no pain. D'accord, très important. Chaque fois qu'une unité ennemie tire ou combat, après qu'elle a fait ses attaques, si la moindre figurine de cette unité a été détruite suite à ses attaques, sans que cette unité soit détruite, soit c'est pareil qu'avant, les protocoles de réanimation de cette unité, donc la nôtre, les nécrons, se déclenchent et ces figurines détruites-là commencent à se réassembler. Voilà un nouveau terme, se réassembler. Ça veut dire que quand on voit ce mot-là, on peut faire le protocole de réanimation. À chaque fois que le protocole de réanimation d'une unité se déclenche, faites les jets de protocole de réanimation pour l'unité en jetant un nombre de D6, toujours, égal à la caractéristique de point de vie combiné, alors là, le point de vie combiné, point de vie, de toutes les figurines en train de se réassembler. Ça veut dire que si vous avez, comme l'exemple que tu donnais, 5 guerriers nécrons qui meurent, on lance 5 des 1 par point de vie. Et sur chaque 5 plus, la figurine se relève. D'accord. Mais si on a des figurines, par exemple, qui ont 3 points de vie. Alors 3 points de vie, il faudra lancer 3 dés. Par figurine. Par figurine. Et il faut faire 3 x 5. Alors je pensais que c'était un pool. C'est-à-dire si on a 3 figurines à 3 points de vie, en fait on laisse 9 dés et c'est le nombre de 5 qu'on relève. C'est ça que j'avais compris. Oui, ce sont des tirs par unité. D'accord. Donc Ok. toutes les figurines auront forcément a priori le même nombre de points de vie. Oui, on est d'accord. Ok. Ça marche aussi pour un véhicule. Ça va être plus difficile de relever un véhicule par exemple. Ouais, alors mais ça veut dire que par rapport à avant, sur par exemple un Tombblade, avant il fallait jeter un dé, si on réussissait, il se relevait. Là, il faut en jeter le nombre des points de vie perdus par l'unité, donc par exemple 6 ou 9. Et là, c'est le nombre de 5 plus sur ces 9 lancés réussis qui nous permet de regagner des points de vie. Et il faut être full point de vie sur un Tombblade, par exemple. Sur une Tombblade, c'est 2 points de vie. 2 points de vie. Si on n'a réussi qu'un seul sur les deux, et ne se relève pas. Ne se relève pas. D'accord, voilà. Ça c'est très important. Parce que, admettons qu'on ait 5 Tombblades, on a 10 points de vie. Si on perd 7 points de vie et qu'on arrive à en relever 5, et ben on aura 2 seulement Tombblades qui vont se relever. D'accord, ok. Alors la suite. Bon, déjà, il ne faut pas oublier que ça sera bien un 5+, qui va nous permettre de relever chaque figurine. Mais le jet de protocole ne peut jamais être modifié au-delà de +1 ou -1. D'accord. On sait que maintenant il y a une figurine, le Maraudeur Canoptech, qui permettra de donner le +1. Chose que faisait avant le Cryptech, qui s'appelle aujourd'hui le Technomancien. Alors, la deuxième phase très importante, c'est dans les protocoles, c'est le protocole de commandement. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le protocole de commandement ? D'abord, c'est nouveau. Ça n'existait pas en V8. C'est une nouvelle règle qui fonctionne avec les unités qui ont tout le mot dynastie. Ça exclut agents dynastiques et les échardes cétanes et les neutres. D'accord. Ces trois-là, ça ne fonctionne pas pour eux. Alors comment ça marche ? Déjà, il faut un seigneur de guerre. Obligatoirement, qui est de rang noble. Alors ça, on va y revenir après, c'est très important, c'est une nouvelle règle aussi. Lorsqu'on désigne un seigneur de guerre, il faudra une certaine hiérarchie. Donc on va en parler juste après. Donc vous avez un noble qui sera votre seigneur de guerre, et à partir du moment où vous l'avez, vous avez droit à ce protocole de commandement. Okay. J'en déduis que si jamais il vient à mourir dans la partie, le protocole de commandement ne s'applique plus. Ah, ça c'est intéressant. Puisqu'il faut absolument un seigneur de guerre pour bénéficier de cette aptitude. Mais est-ce qu'il y a marqué qu'il faut qu'il soit sur la table ? Alors, c'est le premier pavé, c'est après le déploiement des deux camps, mais avant de déterminer qui a le premier tour, vous devez assigner un des différents protocoles dont on va parler, protocole de commandement, à chacun des 5 premiers rounds et les noter secrètement sur votre feuille d'armée, ou alors vous prenez vos cartes, vous les mettez dans l'ordre, et comme ça vous les tirez une par une, c'est aussi bien. Ok. Au début de chaque round de bataille, si au moins une unité noble de votre armée est sur le champ de bataille, le protocole de commandement que vous avez assigné à ce round de bataille devient actif pour votre armée jusqu'à la fin de ce round de bataille. Ah, là, c'est très important. Ça veut dire que si ton noble, il est, par exemple, en frappe en profondeur, pour être clair, enfin voilà, ça ne s'applique pas. Exactement. Il faut qu'il soit sur la table. Il faut qu'il soit sur la table. À la phase de commandement. Et ça, c'est quand même une grosse restriction. Ça impacte la façon de jouer. Ouais, clairement. Ça, plus les auras, on y reviendra tout à l'heure, ça impacte vraiment la façon de jouer. Oui. Ok, il y a tout un tas de choses nouvelles pour l'armée Nécron à gérer, et la façon de jouer est vraiment différente de la V8. Oui, ça a l'air. Bah tant mieux, quelque part, parce que bon, même si moi j'aimais bien les Nécrons, même en V8, quand même, et c'était pas très fort. Donc, non, c'était pas facile. Il y avait très peu d'unités vraiment intéressantes.
Donc là, protocole de commandement, on l'a vu. Globalement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est sympa, ou c'est anecdotique, ou ça complexifie et c'est vraiment pas évident à mettre en place, mais tu vois le potentiel? Bon, moi j'aime bien quand c'est compliqué, alors ça me dérange pas. Mais il y a une deuxième limite à l'utilisation de cette règle, c'est que seules les unités qui seront à 6 pas de votre noble en bénéficieront. Ah oui, c'est Donc vachement restrictif. voilà, c'est un petit bonus, c'est un petit plus, mais c'est pas ça qui va vous faire gagner. Ah ouais, moi je pensais que c'était plus comme pour les Space Marines par exemple, quand on est en tactique. Toute l'armée en bénéficie. Voilà, toute l'armée en bénéficie. Là, effectivement, non, c'est une bulle. C'est pas dingue. Une bulle à 6 pas de votre personnage Necron noble. Alors il y en a 6 disponibles. Moi, comme je vais jouer Sotek et que c'est l'armée qu'on va vous présenter pour le prochain rapport de bataille, je vais vous présenter le protocole qui s'appelle le protocole du tyran conquérant. Alors, il y a 2 directives. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tirez votre carte, c'est vous qui avez mis l'ordre, hein, vous faites ce que vous voulez, vous avez le choix entre la directive 1 et la directive numéro 2. Donc je vais vous donner les deux pour vous donner une idée. Alors, la première, c'est ajouter 3 à la portée des aptitudes d'aura de cette unité. Maximum 12 pas. Je pense que ça sera un mécanisme V9 qui va arriver sur toutes les auras, ça sera 12 pas. Et augmenter de 3 pas la portée des aptitudes suivantes de cette unité. Volonté du dynaste, dont on parlera tout à l'heure, que ma volonté s'accomplisse, qui toujours donne ce bonus, et le rite de réanimation, qui est une nouvelle règle qui permet de relever des figurines à la phase de commandement. D'accord, donc ça c'est un petit peu comme l'orbe de réanimation. Ça permet un deuxième protocole. C'est pas incompatible. Alors la deuxième directive, c'est que quand une unité est éligible et bénéficie de ce protocole de commandement, elle peut tirer un tour lors duquel elle a battu en retraite, avec le petit malus de -1 habituel. Comme les ultramarines, c'est balèze. Nous allons faire un petit point sur l'orbe de résurrection, histoire de ne pas dire de bêtises. Donc c'est bien orbe de résurrection. C'est ça. Qui d'ailleurs était à 30 points dans la V8, puis après le chapter approve était passé à 18 points, donc c'était super intéressant de la jouer, et qui est dans ce nouveau codex, à nouveau à 30 points. Alors comment ça fonctionne? Une seule fois par bataille, d'accord, à votre phase de commandement. Maintenant, de toute façon, beaucoup de choses se font à la phase de commandement pour les Necrons. Le porteur, donc le personnage, une console de commandement par exemple, ou un tétrarque, le nouveau nom des Overlords, peut utiliser son ordre de résurrection. Dans ce cas, choisissez une unité dynastie à 6 pas du porteur, qui n'est pas à son effectif initial, forcément ça sert à rien s'il n'y a pas de mort, et dont le protocole de réanimation ne sont pas encore déclenchés à cette phase. On ne peut pas le faire en double. Ah d'accord. C'est à la place. Okay. Les protocoles de réanimation de l'unité se déclenchent et toutes les figurines détruites de l'unité, on ne parle même pas de tour, donc détruites depuis le début du jeu, commencent à se réassembler. On fait notre protocole à ce moment-là. Donc tu fais le protocole sur l'intégralité des unités depuis le départ. Les figurines détruites. D'accord. Donc c'est un peu comme un repop orc, mais là il faut quand même faire des 5+. Ah bah complètement. Ok. Bon bah c'est très bien. Alors ensuite, on a parlé des orbes de résurrection, on a parlé du commandement. Règle qui existait déjà, qui est très importante aussi, métal organique. Ok, métal organique. Rappelons-nous oui. Rappelons-nous la V8. Métal organique, c'était en principe les véhicules. Donc la règle, c'était regagner en début de chaque tour un point de vie pour ces figurines avec cette règle. Aujourd'hui, déjà, c'est la phase de commandement. D'accord. Comme pratiquement toutes les règles. Et c'est un point de vie récupéré, mais pas seulement sur les véhicules, car pratiquement toute l'armée dispose de cette nouvelle règle. Et ça, c'est fort. Ah d'accord, donc une figurine a 2 points de vie de base. Si elle en a perdu un, par exemple les Lichguard. Voilà, alors qu'on appelle maintenant les factionnaires. Ce sont les nouveaux noms des Lichguard, qui ont 2 points de vie. Et donc ils peuvent récupérer... Leur point de vie perdu, ça arrive souvent, la précédente partie. Un point de vie sur 2, vous arrivez en phase de commandement, hop, vous remontez full vie. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est très bien. C'est pas mal, c'est un bon plus. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de la règle Gauss et de la règle Tesla? Parce que là, c'est un gros changement. Oui. Alors, mais ça va bien, en fait, avec la logique de la nouvelle V9, c'est qu'on ne cumule plus les points, on n'améliore plus les 6+. C'est du 6 non modifié maintenant pour faire du Tesla. Donc, ce qu'on faisait avant, parce qu'on était malin, on s'arrangeait pour avoir le +1 de que ma volonté s'accomplisse, qui nous permettait de faire donc sur 5+ des touches supplémentaires. Et puis si on était Sotek, avec un stratagème, on avait encore +1. Donc sur 4+, on faisait triple touche. En fait. 2 touches supplémentaires.
mais ça n'existe plus, maintenant c'est du 6+, et qui donne 2 touches supplémentaires. Donc Ouais. forcément ça fait beaucoup moins. Et l'inconvénient, ce que je ne comprends pas dans ce codex, c'est que la Tesla est devenue moins bien que le Gauss, mais plus chère. Donc si le Tesla est plus cher et pas mieux, 2 points de plus pour l'immortel. qu'est-ce qui peut le sauver? Bah, à part un stratagème, je vois pas trop. Le stratagème, il s'appelle décharge malveillante. Il ne coûte heureusement qu'un seul PC. Qu'est-ce qu'il fait? On utilise ce stratagème à la phase de tir, bien évidemment. Quand une figurine Necron de votre armée cible une unité ennemie avec une arme Tesla. Après avoir fait les attaques de l'arme, on jette un D6 pour chaque autre unité à 6 pas de l'unité ennemie ciblée. Et sur 4+, l'unité concernée par le jet subit une blessure mortelle. Potentiellement tiré dans un gros pack d'unités regroupées, ça peut nous faire peut-être 2 ou 3 mortels avec un peu de chance. C'est pas ouf. C'est pas dingue par rapport au fait que sur l'intégralité d'une unité, mettons de 10 immortels, ça te fait 20 points de vie enfin 20 points de plus, ce qui peut être ça fait cher. Beaucoup quand même. Enfin, ça fait beaucoup quand même. Ouais, non, je suis pas convaincu. Ok, donc plutôt maintenant Gauss que Tesla. C'est quand même un énorme changement entre la V8 et la V9. Complètement. On le verra d'ailleurs sur ta liste, qui est une liste dérivée de la V8 pour aller sur la V9, une mutation, et on verra que toi qui jouais beaucoup Tesla, tu vas passer en Gauss. Exactement. Alors, historiquement, je jouais surtout des immortels en Tesla, puisque les guerriers n'avaient pas cette arme. Là, pour le prochain rapport de bataille, pour faire plus simple, je joue aussi souvent des guerriers, donc là j'ai fait plutôt des guerriers. Donc j'ai pas d'immortels dans ma liste. C'est pas une liste où il y a des immortels. Mais par exemple, sur des motos que tu joues en Tesla, là tu les jouerais peut-être plutôt en Gauss. Certainement. Ok. Certainement. Donc maintenant, on va parler d'un autre point générique important dans la règle, dans le bouquin V9 des Necrons, c'est la hiérarchie et le système avec les seigneurs de guerre. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors ça c'est pareil, c'est nouveau. C'est nouveau et ça oblige à réfléchir un petit peu à ce qu'on va choisir comme seigneur de guerre. D'accord. Parce que la règle c'est quoi? C'est que si on a une figurine Faeron, alors il y en a que 2 dans l'armée, c'est pas compliqué, il y a le roi silencieux, le nouveau, et il y a le Stormlord, donc Imhotep, le seigneur des tempêtes. Le roi silencieux est plutôt ancien, non? En figurine? Moi je parle de fille. Enfin moi j'ai jamais joué le roi silencieux. Non mais il n'existait pas. Mais dans le fluff il existait depuis longtemps. Oui, la nouvelle figurine. C'est une petite blague. Voilà, la nouvelle figurine. La nouvelle figurine qui est magnifique en plus. Bah, exactement, donc que vous verrez certainement bientôt sur la chaîne. Et oui, il faudra que tu la peignes quand même. Ben, il faut déjà que je la reçoive. Ouais, d'accord. Bon, le roi silencieux et le seigneur des tempêtes, on a dit donc 2 seulement, Faeron. Ok. Si ces gens-là sont sur la table, c'est eux les chefs, on ne discute pas. Ok. S'ils sont pas là, la question se pose, qui va les remplacer? Ça sera obligatoirement un tétrarque. Donc vous ne pourrez pas donner à un dynaste le rôle de seigneur de guerre si vous avez un tétrarque sur la table, ça ne marche pas. Donc fini l'idée de mettre un petit cryptech pas cher seigneur de guerre que tu vas planquer en fond de cale pour pas qu'il se fasse tirer dessus ou taper dessus, ainsi de suite. On n'a pas le droit. Donc maintenant, oui, c'est vachement intéressant. Alors c'est un peu la même mécanique que pour les Space Marines, mais c'est très intéressant parce que effectivement, quand on prenait Robert Guilliman par exemple, et puis qu'au final on prenait un seigneur de guerre qui était un lieutenant, un pauvre lieutenant qui était au fond avec la dévastator pour relancer les uns pour blesser, ouais, c'était un peu naze. Pendant ce temps-là, l'autre il se faisait des boîtes. C'est pas très fluff. Hein. Non, c'était moyen. Là, on rentre plus dans le fluff quand même. C'est cohérent, moi j'aime bien. Il y a un effort hein, de toute façon fait pour le fluff. C'est cohérent. Ça, c'est Donc ça c'est important. La hiérarchie dans la logique V9 des nouveaux codex, je pense qu'on la retrouvera systématiquement. Ça existait déjà plus ou moins chez les taux, mais on le retrouvera systématiquement, je pense, dans tous les nouveaux codex qui vont sortir pour la V9. Voilà. Et ça c'est sympa. Et pour nous, les Necrons, ça s'appelle la cour royale. C'est classe. Ouais, c'est classe. Oui. Alors ensuite, justement, puisque tu nous parles des cours royales, des cours royales, tu vas nous parler des différentes dynasties. Si tu veux bien. Je veux bien. Alors toi, tu disais que tu jouais historiquement. Oui, moi je jouais beaucoup de Nefrek. D'accord. Je trouvais génial cette règle d'avance automatique à 6. Voilà. Vous voyez, avec des Tomb Blades, ça va vite, 14 plus 6, 20. Moi, on lance les dés, mieux c'est, de toute façon. C'est vrai, on risque pas de faire un 1 quand on les lance pas. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et donc là, plus vraiment. En fait. J'aime moins, je suis un petit peu déçu là-dessus, parce que Nefrek, donc ça s'appelle la dynastie Nefrek, rayon de translocalisation, qui est notre mot à nous pour soit aller dans le warp, soit pour aller plus vite, qui nous explique que se translocaliser, c'est à chaque fois qu'une unité qui veut avancer, elle peut se translocaliser. Donc dans ce cas-là, on ne fait pas de jet, on ne jette pas le dé.
Et on ajoute tout simplement 6 à la caractéristique de mouvement, ce qu'on vient d'expliquer. Ok. Mais, c'est là que ça se gâte, si une unité se translocalise jusqu'à la fin du tour, les figurines de l'unité ne peuvent pas tirer. Même avec des armes d'assaut. Avec des armes d'assaut, tout l'intérêt de notre bien sûr. chère moto, c'était d'avancer très vite et de tirer. Certes à -1, mais c'est quand même efficace. Ouais. Bah là, on n'a plus le droit de tirer. Donc, à quoi ça sert? Tu ne peux pas tirer, tu ne peux pas charger, et il n'y a pas Non. de choses dans le codex qui permettent de changer ça. Non. Voilà, bah donc, effectivement, elle est un peu morte dans l'œuf. La seule chose Après- qu'on gagne, c'est une sauvegarde d'un vue à 6+, en effrec. Parce que maintenant, on a 2 avantages d'en avoir qu'un. Ah ouais. Alors, c'est pas fou, quoi, 6+. Ouais, une espèce de zigzag, quoi, qu'il y a Ouais, chez ouais. les motos, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est pas terrible, et alors, on peut se dire qu'effectivement, puisque maintenant on a quand même une V9 qui est très orientée pour prendre des points d'objectifs sur la table, enfin quand même c'est pas fou. Hein. Alors après Nefrek, donc, qui était historiquement celui que tu jouais, qu'est-ce que tu serais susceptible de jouer maintenant dans cette V9? Eh bien, une dynastie que je ne jouais quasiment jamais, c'est Sotek, pourtant une dynastie importante, puisque les personnages importants, on va dire, de Ouais. l'histoire Necron sont Sotek. Eh bien, elle me semble intéressante maintenant. Alors, Sotek avance implacable. Comment ça marche? À chaque fois qu'un test de morale est fait pour une unité ayant ce code, vous pouvez relancer ce test. Donc déjà, Ouais. pour nous, les Necrons, c'est super important. Perdre des figurines au moral, c'est des figurines qui ne se relèveront pas, comme avant en V8. D'accord. Donc ça, c'est... D'ailleurs, le trait qui permettait de ne pas faire de test de morale n'existe plus. Le D'accord. trait de seigneur de guerre. On ne peut Ok. plus. On est obligé de faire des tests de morale maintenant. Alors ça, c'est bien. Et au lieu de suivre les règles normales des armes à tir rapide, les figurines ayant ce code tirant avec des armes à tir rapide font le double d'attaque si la cible de la figurine qui tire est à 18 pas. Donc, Dans tous les cas- Ah ouais, d'accord. Ah, donc un petit mouvement Nécron à 5 plus 1 avec que ma volonté s'accomplisse, ça fait 6, plus 18, ça fait 24. Donc à 24 pas, on pourra tirer à double tir. Et là, Alors le petit bonus, c'est Ouais. ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que dans les protocoles de commandement, certains vont s'appliquer en directive 1 plus la directive 2 en fonction de la dynastie que vous avez choisie. Et pour Sotek, ça sera la directive qui correspond au protocole du tyran conquérant. D'accord, c'est celui que tu expliquais tout à l'heure. Alors, tu parlais, toi, de Sotek, et tu me disais, hors champ, hors caméra, dans la présentation de cette émission, que tu hésitais aussi avec Novok. Voilà, Novok, alors c'est une façon de jouer différemment. Alors, c'est vrai que l'armée Necron, c'est beaucoup reconnu comme une armée de tir. Mais Novok, c'est pas mal parce que ça permet, par exemple, d'ajouter 1 au jet de charge pour les unités qui ont ce code. Charger à 8 au lieu de 9, c'est quand même très important. Pas mal. Et à chaque fois qu'une figurine qui a ce code fait une attaque de mêlée, si l'unité de la figurine a fait un mouvement de charge, a été chargée ou accompli une intervention héroïque, à ce tour, on améliore de 1 la caractéristique de pénétration d'armure de l'attaque. D'accord. Donc là, on retrouve des méthodologies qui existaient chez les Space Marines, par exemple, en tactique d'assaut. Et c'est intéressant de voir qu'elle est reconduite pour d'autres codex. En espérant ne pas arriver vers une espèce d'harmonisation, c'est-à-dire que tout le monde est Oui, tout le monde est la même chose, ça serait pas très intéressant. Ce serait pas très intéressant, il faut absolument garder l'identité propre des factions. Globalement, on peut quand même dire que là, c'est le cas. On est vraiment... Là, on a vraiment quelque chose de voilà, très proche de ce qu'on faisait avant, mais en mieux. Voilà. Maintenant qu'on a vu les règles génériques du codex, qu'est-ce que tu peux nous dire sur une unité qui est quand même emblématique et qui a beaucoup changé, à savoir les Cryptek? Le Cryptek, effectivement, ça change. Une unité importante dans la façon de jouer Necron, qui est déclinée en 4 versions maintenant, mais nous, on va jouer le Technomancien, qui est l'ancien Cryptek, tout simplement, puisque c'est la figurine que je vais jouer dans notre prochain rapport de bataille. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que déjà, avec une 4 Canotech, en plus d'avoir vol, c'est toujours utile de se déplacer de 10, on peut réparer n'importe quelle figurine de D3 points de vie. C'était plus ou moins le cas avant, c'est toujours utile. En revanche, il y a un nouveau truc. C'est le rite de réanimation. À la phase de commandement, comme d'habitude, on choisit une unité base qu'on vient de définir, Ami, qui se trouve à 6 pas du technomancien. Une figurine détruite de l'unité se réanime. 2 points de vie, hop, elle revient, gratuit. Alors, est-ce que c'est en plus du D3 points de vie, ça? Non. Les D3 points de vie, c'est uniquement pour les guerriers Necrons. Ah, ok, d'accord. C'est la suite de la règle. Si l'unité choisie est une unité guerrier Necron, pas immortel, que guerrier, D3 figurines détruites de l'unité se réaniment à la place
de la figurine choisie. D'accord. Chaque unité ne peut être choisie pour cette aptitude qu'une seule fois par phase. Évidemment, on ne va pas s'amuser à le faire 3 fois. Ok. Et alors, tu nous parlais des conseillers dynastiques dans la préparation de deuxième cette règle émission. qui me semble très très bien, c'est si votre armée est réglementaire, bien entendu, pour chaque unité cryptech, dont notre technomancien, qui se trouve incluse dans un détachement, qui contient également une unité noble, encore une fois, le noble est important dans l'armée, une seconde unité cryptech peut également être incluse dans le détachement sans occuper de choix de rôle tactique. D'accord, et donc on verra ça dans ta présentation de liste, mais ça peut être très important si on veut jouer une patrouille. Un petit point quand même en béotien que je vais te souligner. Le Cryptech, avant, sa grande force, c'est qu'il améliorait le protocole de réanimation. Oui. Aujourd'hui, c'est terminé. Voilà. Mais c'est mieux, puisqu'il la relève directement, il n'y a pas besoin de jeter de dés. Je préfère relever D3 figurines, même ça fera 1, je réussis 1. Alors que si je fais 3 x 4, je relève 0 personne. D'accord, je comprends. Le technomancien a accès à des arcanes de Cryptech. Alors là, ça permet vraiment de spécialiser notre unité, notre figurine Cryptech technomancien, pour lui donner un pouvoir supplémentaire, qui va coûter pas très cher, puisqu'en points, ça va de 10 à 30 points. D'accord. Bon, c'est pas énorme, et ça va augmenter un petit peu son coût en puissance aussi. Peu importe, j'en ai trouvé quelques-uns intéressants, par exemple, l'ablateur hyper matériel, qui permet à votre phase de commandement de choisir une unité base ou canoptech, encore important d'avoir des unités bases dans l'armée, qui sont à 9 pas du porteur. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, à chaque attaque de tir contre cette unité, si l'attaquant est à plus de 12 pas, notre unité à nous bénéficiera du couvert léger. Ah ouais, intéressant. Et c'est gratuit en fait, c'est à tous les tours de phase de commandement. Voilà, il faudra faire un petit choix dans nos cryptech pour savoir quel bonus on veut leur donner. Donc des bonus pour relever ou pour donner une couverture par exemple, et d'autres, si on prend un chronomancien qui est une autre type de cryptech, par exemple on peut choisir le nanomine contratemporel, que je trouve pas mal. À votre phase de tir, vous pouvez choisir une unité ennemie à 18 pas du porteur, jusqu'au début de votre prochain tour, divisé de moitié les jets d'avance et de charge pour l'unité ciblée. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment intéressant. Si tu as une bande d'or qui est devant toi, effectivement, c'est très sympa. Mais on n'aura pas le bonus pour relever des 3 guerriers. Alors après cette revue des différents cryptech, on va passer aux traits de seigneur de guerre et aux artefacts. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les traits de seigneur de guerre qui t'ont paru sympatoches ou qui t'ont paru essentiels, et peut-être un artefact ou deux que tu jouerais dans une liste à l'occasion? Bah déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du moment où on joue un personnage nommé, on a un trait obligatoire, qui ne sont plus exactement les mêmes qu'on avait en V8. D'accord. Ça se joue un petit peu différemment. Et que parmi les traits de seigneur auxquels on a accès sans être obligé si on n'a pas un personnage nommé, moi j'ai noté le trait seigneur de guerre numéro 5, conquérant implacable, encore de l'implacable évidemment, qui est une aura, et toutes les unités bases dynastie amie à 6 pas du seigneur de guerre peuvent relancer les jets de charge pour l'unité. Au hasard, on joue ça avec Novok, on a plus 1 pour charger, on relance notre jet de charge. Donc maintenant que nous avons parlé des traits de seigneur de guerre, est-ce que tu peux nous parler d'une relique en particulier que tu prendrais? Ça n'a pas forcément changé par rapport à la V8. Oui, alors j'en ai 2 qui ont attiré mon attention. Le voile des ténèbres, historiquement très joué. Donc c'est exactement la même chose qu'avant. Exactement, si ce n'est que... toute petite différence, c'est qu'avant on se téléportait avec une unité infanterie en plus de son personnage. Maintenant on a une unité base. D'accord. Les motos sont bases par exemple. C'est différent, ça va jouer différemment. Et la deuxième que je trouve très bien, c'est une relique Sotek, encore Sotek décidément, qui nous dit, au début de la phase de combat, vous pouvez choisir une unité ennemie à 3 pas du porteur. Très bien. L'unité n'est pas éligible pour combattre à cette phase avant que toutes les unités éligibles de votre armée n'aient combattu. C'est pas mal. Moi, je la trouve super, celle-là. Ouais, c'est très fort, effectivement. Donc là, pour une fois, il y aura peut-être autre chose que le voile des ténèbres. Et celui-ci, donc, c'était le masque du vainqueur uniquement pour la dynastie Sotek. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les anciennes dynasties? Alors c'est une nouvelle possibilité de diversifier sa façon de jouer, parce que bon, les 6 dynasties, on a vu qu'on en avait 3 par exemple qui nous intéressaient davantage, mais là on va créer la sienne à partir de 2 tableaux distincts, le tableau des traditions dynastiques et le tableau des circonstances de l'éveil, un par page. Par exemple, on pourrait choisir nimbé de radiation dans le premier tableau, qui nous dit que les unités qui ont ce code ont l'aptitude nimbé de radiation, qui est une aura, et tant qu'une unité ennemie, sauf les véhicules, il ne faut pas rêver non plus,
est à un pas de cette unité, eh bien on soustrait à l'adversaire, la caractéristique d'endurance de l'adversaire, les figurines, on leur soustrait 1. Ah oui, moins 1 d'endurance. Ah, c'est très très fort. C'est bien. Space Marine a 3 d'endurance. C'est ça. Et là, du coup. C'est ta force 4, tu baisses sur du 3, c'est vachement intéressant. Et alors, mieux, tu es un factionnaire ex-Lichguard et tu as 6 en force, et là tu baisses sur du 2. Oui, bien sûr. Ouais, c'est très très fort. Tout ce qui joue de toute façon sur l'endurance, dans tous les jeux Games Workshop, que ce soit depuis Warhammer Battle V8 jusqu'à maintenant, c'est toujours très fort. Alors, les circonstances de l'éveil, est-ce qu'il y en a un Oui, il y en a plusieurs. Voilà. Améliorer de 3 pas la caractéristique de portée des armes de tir, par exemple. Ouais, c'est bon, ça. C'est pas mal. C'est pas mal dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on est à distance, on va se retrouver avec par exemple 40 tirs d'une unité de 10, et bien là, 3 pas supplémentaires. Oui. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que ça fait donc 18 pas, plus le mouvement, plus ces 3 pas-là. Et là, ça devient très sérieux. Ça, c'est très bien. Et puis, mon petit préféré, c'est expansionniste implacable. Au début du premier round de bataille, avant d'entamer le premier tour, les unités ayant ce code peuvent faire un mouvement normal de jusqu'à 6. Très bien. Pour aller prendre un objectif, c'est quand même super. Ouais, carrément. Alors, on va passer maintenant au stratagème. Quel type de stratagème, quel stratagème tu as pu voir dans ce nouveau codex qui t'a sauté aux yeux? Alors, des stratagèmes qui sont assez semblables à ce qu'on pouvait trouver avant, avec des wordings un petit peu différents. Plusieurs que j'aime bien et qui est très très fluff, c'est le corridor dimensionnel. Ça, c'est ce qu'on peut faire normalement depuis très longtemps avec les armées Necron. On choisit une unité d'infanterie base, encore ce mot core, de l'armée sur le champ de bataille. On la retire tout de suite. Et ensuite, à l'étape de renfort de la même phase, donc pas au tour d'après, c'est ça qui est plus fort, on la replace sur le champ de bataille, n'importe où, entièrement à 3 pas d'une figurine monolithe amie. Il y a plus de pas, plus de 9 pas d'une figurine ennemie. Alors ça, c'est quand même pas mal, parce que c'est pour un seul PC, c'est quand même assez fort. Dans le même ordre d'idée, il y en a un autre tricks avec les monolithes qui est assez intéressant, qu'on avait vu, qui permet de se placer, mais alors là, à plus d'un pas, mais on peut se mettre à 3 pas du monolithe. Alors ça, c'est stratégique, c'est la brèche dimensionnelle prismatique. Pour un PC toujours aussi. Un seul PC, donc c'est bien, on ne perd pas trop de PC. Le stratagème, on l'utilise à l'étape de renfort de la phase de mouvement. On choisit une unité base, à nouveau, de notre dynastie, qui est en réserve stratégique, bien sûr. Et ensuite, on choisit soit un monolithe, soit un moissonneur, donc notre transport volant. Et sur ce champ de bataille, on place cette unité base, n'importe où sur le champ de bataille, entièrement à 3 pas de la figurine moissonneur ou monolithe, et hors de portée d'engagement, donc à 1,001 de l'adversaire. C'est très très fort. Et il est bien marqué, enfin il n'est pas marqué qu'on ne peut pas charger, donc ça c'est vachement intéressant. Donc on pourra sans doute charger. Dans les stratagèmes, est-ce qu'il y en a un autre qui t'avait sauté aux yeux? Alors il y en a un qui est très bien, ça sera à mettre en cohésion avec la dynastie Novok, qui est la tornade de l'âme. Tornade de l'âme, là c'est 2 PC, mais bon, c'est pas si cher payé, puisque grâce à ce stratagème, à la fin de la phase de combat, on choisira une unité de d'épaisseur, qu'on appelait les Flayed Ones, qui est à portée d'engagement d'une unité ennemie, donc en train de bastonner, on peut le dire, et il va combattre une deuxième fois. Pour 2 PC, c'est bien. Sachant que pour, par exemple, les orques, c'est 3 PC, il me semble, pour pouvoir faire la même chose. Ouais, aujourd'hui, c'est beaucoup plus souvent 3 PC. Voilà. Donc là, intéressant, parce qu'on l'a vu, enfin on le verra peut-être un peu plus tard, parce que toi qui as toujours aimé jouer les dépeceurs, c'est une unité qui était traditionnellement la seule unité de close à peu près des Necrons. Principalement, c'est vrai. Et maintenant, elle est vraiment jouable, quoi. Elle est beaucoup plus forte. Alors justement, ça nous permet de faire la transition vers ta liste, on va dire, V9, la liste que tu as choisie qui sera la liste pour le prochain rapport de bataille avec les Necrons sur la chaîne. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette liste V9, comment tu l'as articulée et quelles sont les figurines que tu as choisies? Alors on a décidé de faire une bataille en 1500 points. 1500 points, oui. Alors j'avais envie de mettre un peu tout dans ma liste, mais non, je ne peux pas. Donc j'étais obligé de faire des choix. C'est dommage. Donc j'ai eu l'idée de jouer ce que je jouais en V8, c'est-à-dire une armée de Necrons populeuse. Je vais voir à quel point elle est résistante. Et en principe, c'est vrai que quand on joue Necron, plus la partie avance, plus on est avantagé, puisque nous on peut relever nos figurines, alors que l'adversaire, lui, il est mort, on n'en parle plus. Donc l'idée, c'est de mettre beaucoup de guerriers, donc 2 packs de 20. Ah, quand même. Par exemple. Voilà. Et puis soutenus par des personnages qui vont leur donner leurs auras ou leurs bonus, comme que ma volonté s'accomplisse.
Et en plus de ça, j'ai envie de tester cette barge, enfin, c'est pas la barge de commandement, c'est le transport Necron, donc ce qu'on appelle la Ghost Ark, qui s'appelle maintenant l'arche de fantôme, l'arche fantôme, faudra traduire en français. Bah oui, vous serez habitué parce que... Ouais. Ghost Ark. C'est bien d'ailleurs, on fait une aparté là-dessus, c'est plutôt sympa qu'ils aient choisi de recommencer à faire du warding en français. Notamment pour les Eldar, donc qui jouent beaucoup Eldar, c'est vachement Grand Prophète, le retour du Grand Prophète ou des choses comme ça va être vraiment sympa. Donc est-ce qu'on commence par les personnages par exemple de ton Alors déjà ce que je voulais dire c'est que je me suis amusé à faire un détachement de patrouille. D'accord. Alors on est à 1500 points, mais avec les nouveaux, par exemple le trait dynastique pour le Cryptek, on peut avoir plus de personnages que ce qui est autorisé à la base dans le détachement patrouille. Et comme je voulais mettre que 2 unités de guerriers Necron, les Warriors, comme ça tu n'es pas obligé de payer une taxe. Je suis pas obligé de payer le 3e unité que je ne veux pas jouer en bataillon. Ok. Mais je pourrais quand même jouer 4 personnages. Pourquoi 4 personnages ? 2 Cryptek, un donnant la règle pour être gratuit sur le deuxième slot, et puis 2 personnages qui se jouent ensemble, qui sont Nemesor Zandrek, et Vargard Obyron, qui est son garde du corps, et donc qui ne prendra pas non plus de place sur le détachement. Ah oui, c'est intéressant. Alors, dans ma liste que je vais te montrer, on a donc les 2... alors, j'avais dit que je jouais Sotek, je l'ai dit tout à l'heure déjà, ça sera la dynastie Sotek, pour le double tir. Alors, le chef, il faut trouver, on l'a dit tout à l'heure dans la hiérarchie, un noble. Et dans ces nobles, nous aurons donc le Nemesor Zandrek. D'accord. Qui est un tétrarque en fait, mais nommé. Donc il aura la règle métal organique, il récupère ses points de vie à tous les tours, le protocole de commandement, la nouvelle règle qui va nous donner un bonus, et bien sûr, la règle principale qui nous intéresse, que ma volonté s'accomplisse. D'accord. Ensuite, on va la dérouler, de toute façon elle sera en description sous la vidéo. Exactement. En deuxième, nous aurons, comme je l'ai annoncé, Vargard Obyron, qui est son garde du corps. Alors lui, c'est ce qu'on appelait avant un lord. D'accord. Maintenant, ça s'appelle un dynaste. Qui a un intérêt particulier pour moi. Je l'ai mis dans cette liste parce qu'il a la règle spéciale, le devoir du Vargard. Tant que Nemesor Zandrek est à 3 pas de lui, 3 pas de cette figurine, celui-ci ne peut pas être ciblé par des attaques de tir. Même un sniper. Tout court. D'accord. Des attaques de tir, donc pas de sniper. Pas de vindicaire, pas de sniper, rien. Ok. Ça, c'est pas mal. Faut aller le chercher au corps à corps, le mec. Ça règle le problème. Je mets bien sûr un technomancien, on en a parlé tout à l'heure, donc notre Cryptek habituel, qui permettra, en plus, il a aussi la règle métal organique, lui aussi il a la règle protocole de commandement, et il a le rite de réanimation pour remonter les guerriers Necron, des 3 guerriers Necron à la phase de commandement. D'accord. C'est pas mal. Alors lui, je vais en prendre 2 même, des technomanciens pour la peine. Donc du coup, ça te fait un gratuit. Ouais. Ça m'en fait un gratuit. Pas gratuit. Je paye les points, mais j'ai le droit de le mettre dans le détachement. Un qui sera sur sa cape canoptech pour voler, pour aller se déplacer loin, donner sa bulle, etc. Et puis un autre qui jouera plus en défense, un Cryptek simple. Ensuite, je vais mettre, comme je l'ai dit, 2 pavés de guerriers Necron, 20 guerriers Necron, parce que moi j'aime bien les jouer nombreux, les Necrons. Parce que j'aime pas quand ils arrivent à 0 et je peux en relever aucun. Ça m'énerve. 20 guerriers Necron, c'est quand même assez funky, quoi. Faut les tuer en plusieurs tours. On n'aura que 1500 points, donc bon, je pense pas que tu vas tous me les tuer au premier tour quand même. Tu feras pas ça. Non, je pense pas. Bon, c'est gentil. Ça va être compliqué. Alors la deuxième chose, deuxième type de troupe, toujours base, ce sont les factionnaires, mes préférés, les Lichguard, que je jouerai avec le bouclier et l'épée. Alors le bouclier qui t'apporte une 4+1 vue, c'est ça ? Alors le bouclier, il m'apporte 2 choses. Il m'apporte une 4+1 vue, et en plus il me fait baisser ma sauvegarde de 1. D'accord. Donc au lieu d'avoir 3+, j'ai une 2+ de base. Une 2+ de base, c'est bien tanky. Qui peut être à 1+ dans un couvert, exactement. Et tu as une 4+1 vue. Ah ouais. Voilà. Donc ça commence à être sérieux. Et ils ont aussi, eux, la même règle que notre cher Vargard Obyron, c'est-à-dire que on ne peut pas cibler les personnages qui sont à 3 pas d'eux. Et alors tu vas les jouer par combien ? Alors j'aurais bien aimé les jouer par 20, mais on n'a pas le droit, on peut en mettre que 10 déjà. 10 c'est quand même assez... Ouais, mais comme j'ai pas assez de points et je voulais tester d'autres choses, j'en ai mis 5. D'accord. On va voir si c'est jouable à 5, même si j'aime pas jouer des petites unités, mais là je suis obligé. D'accord. Ensuite, une unité qui est toujours base, ce sont les trackers. On appelait ça des Deathmark avant. Ok.
Et je les aime bien parce que au lieu de tirer à 24 pas avant, on avait les seuls snipers qui tiraient à 24 pas, nous c'est quand même complètement useless, on peut dire. Maintenant, ils tirent à 36 pas. D'accord. Donc ce sont des vrais snipers avec la vraie règle, si je fais une blessure de 6, une mortelle, enfin la règle normale. Une arme qui est quand même force 5, PA-1, dégâts 1. Pas -2, pardon, dégâts 1. Et donc cette possibilité d'interception si on fait une frappe en profondeur. Alors déjà, ben oui, très intéressant. Déjà de base, ils ont la translocalisation dimensionnelle, c'est-à-dire notre règle FEP, en gros, qui au déploiement, on peut les placer en réserve. Ensuite, ils arrivent à 9 pas, comme tout le monde. Et ensuite, pour un point de commandement, on peut les faire arriver en contre-FEP. contre-interception. D'accord, ok. L'adversaire arrive dans vos lignes, vous placez votre unité jusqu'à 18 pas, qui est une amélioration de la règle d'avant où c'était 12, jusqu'à 18 pas, donc pourquoi pas dans un couvert bien tranquille. On asthmate les assaillants, et puis on voit ce qui reste. Ouais, c'est intéressant. Ça te permet aussi de reprendre un point à la face de l'adversaire. Aussi, encore une capacité stratégique des Nécrons, on va pouvoir se replacer sur un objectif. C'est vachement intéressant. À condition de tirer sur l'unité qui arrive. Bien sûr, mais bon. D'ailleurs, il n'est pas marqué que tu es obligé de tirer. Que tu as C'est-à-dire, si tu es derrière un bâtiment, par exemple, où tu ne vois pas, tu ne pourras pas tirer. Tu peux pas tirer, mais tu peux quand même poser ton unité à 18 pas. Et dans ce cas-là, tu peux très bien la poser sur un objectif adverse. Et donc, comme tu vas jouer derrière, s'il tank, bien sûr, la phase s'il tank la phase de tir. Ouais. Mais par contre, ils ne pourront pas être chargés puisque ça se passe à la fin de la phase de mouvement. Ah si, ils pourront être chargés. Non, parce que tu vas les mettre à 13 pas et ils ne pourront pas être chargés. Oui, c'est pas bête. Voilà. Donc très intéressant, une flexibilité tactique et une unité qui revient dans le game. Carrément, ouais. En plus, elle est assez jolie, moi j'aime bien elle est sympa. Unité-là. Alors, nos classiques, qu'est-ce que je vais mettre après? Des nuées de scarabées canoptèques, les canoptèques scarabs, qui ne coûtent que 45 points. Alors c'est très bien parce que ça vole. Ah oui. Ils ont gagné une attaque. Ah oui. Ils ont gagné un point de vie, pardon. 4 points de vie, 4 attaques maintenant. C'est quand même pas mal. Donc ils sont améliorés par rapport aux autres avant. Ben, ils sont pas bases, ceux-là. Faut pas rêver non plus. Faut pas en demander trop. C'est 45 points. Je vais mettre ça sur des objectifs tranquillement. Oui, c'est toujours une épine dans le pied de l'adversaire. C'est pas mal. Autre unité intéressante, ce sont des destroyers qui se jouaient beaucoup en V8, qui ont changé. Alors en bien pour moi concernant le destroyer lourd, qu'on appelle destroyer lourd Locust, parce qu'il va faire beaucoup de tirs le monsieur. Ça peut être une arme anti-véhicule assez sympathique puisqu'ils ont un canon qui tire à 36 pas, qui va faire lourd 3 des 3, donc quand même 6 en moyenne, force 7, PA-1, dégâts 1, déflagration. D'accord, donc sur une unité de 10 figurines, c'est quand même 9 tirs. Sur du tanky en face, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et puis le destroyer Locust normal, on va dire, un canon Gauss, lui c'est lourd 3, force 6, PA-3, dégâts 3. D3. Ok. Voilà, les deux sont intéressants. Et enfin, la dernière, ça sera l'arche fantôme. Ouais. Pour transporter éventuellement 10 guerriers Nécrons. Alors là, ça va être compliqué parce que tu n'as que des unités de 20. Eh oui, mais non. Parce que ils sont 20 pour l'instant, mais je pense que tu vas leur tirer dessus à un moment. Peut-être qu'à un moment, ils vont être à 3, tu vois. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les petits gars? Ils vont remonter dans leur arche, et ils vont se cacher, jusqu'à temps qu'ils soient au moins 10, et après ils vont ressortir à 10. Ah oui, parce que du coup, tu peux... Tu peux en monter que 10, je peux en transporter 10. D'accord, et tu peux les remonter, il y a un bonus pour les remonter? Il y a un bonus, de toute façon ça donne... c'est pareil, alors la règle c'est... métal organique, on l'a, mais c'est aussi une barge de réparation. Donc à votre phase de commandement, on peut choisir une unité de guerrier Nécron à 6 pas, y compris dedans, et réanimer des 3 figurines. D'accord, donc c'est un peu la même logique que le Cryptek. Exactement. C'est intéressant. Ouais. Ok, donc ça booste. Ça peut permettre de relever une unité en plus que le Cryptek, parce que j'en aurai 2, mais peut-être qu'ils vont mourir à un moment. Voilà. Ok. Pour fiabiliser notre. Et là, ça fait une liste à combien de points? Alors 1475 points, enfin. non, 1500 points pile. D'accord. Et donc là, par rapport 63 à. 63 figurines quand même. Par rapport à avant le codex, en définitive. Déjà dans la V9, les coûts en points avaient déjà été plus ou moins impactés, et donc il n'y a pas de changement particulier. Il y a un changement quand même, si, et ça augmente un peu, mais de 10 à 15%, c'est pas non plus gravissime. Et par rapport à une liste à peu près équivalente en V8, qu'est-ce qui change? Alors en V8, tu aurais mis davantage d'immortels, évidemment, puisque Tesla... J'aurais peut-être mis plus d'immortels, alors j'aurais pas mis de d'arche de transport, parce que seuls les guerriers peuvent rentrer dedans et les personnages infanterie. D'accord. Donc je ne joue pas avec les immortels. Mais
Si je devais jouer des Immortels, je les jouerais effectivement en Gauss au lieu d'en Kessler. D'accord. Alors si on considère, donc en V8, il y aurait peut-être d'abord des Cryptek, même s'il y en avait, d'abord il n'y en aurait pas deux, il n'y en aurait qu'un, sans doute. Deuxièmement, tu n'aurais pas mis les Deathmark, enfin Ça serait peut-être pas rentré et ils n'auraient pas été aussi utiles, donc non. Voilà. Et là, on voit que toi qui étais quelqu'un qui jouait pas mal les dépeceurs, dans cette liste-là, tu les as pas joués. Non, je les garde pour un prochain rapport de bataille que je jouerai en Novok. Ça, je pense que ça sera beaucoup plus fort. Avec une liste qui sera plus orientée close. Exactement. Donc, pour conclure cette review du codex Necron, on peut dire que, je vais te laisser conclure, parce que c'est toi le spécialiste, mais là, justement, c'est intéressant parce que là, tu fais une armée orientée tir, en considérant que l'armée Necron est encore enfin pas exclusivement, mais en grande partie une armée de tir. Ce sera un test. Plus facilement, oui. Et toi qui étais un joueur un peu spécial Necron, parce que tu tentais souvent de faire des armées de close en Necron, notamment avec les Lich Guard, qu'il ne faut plus que j'appelle les Lich Guard, mais c'est compliqué. Les factionnaires. Les factionnaires. Mais c'est vrai qu'il y a la possibilité aujourd'hui d'orienter une liste vers le close, et donc la capacité de prendre la table et prendre les objectifs, mais aussi par le close. Et ça c'est intéressant dans le sens où avec ces Lich Guard, avec ces Flayed One, les dépeceurs, on pense que c'est possible d'orienter aujourd'hui une liste V9 bis, on va dire, dans ce sens-là. Et si ce n'est pas dans le prochain rapport de bataille, au moins, l'idée c'est d'en faire un autre rapport de bataille avec une liste orientée dans ces temps. Novok, c'est ce que j'essaierai de démontrer sur notre deuxième bataille. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'être venu au studio, dans ce nouveau studio, qui n'est pas encore tout à fait terminé, mais pratiquement. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de suivre la chaîne, de liker la vidéo si celle-ci vous a plu, de vous abonner à la chaîne et d'en parler autour de vous pour que la chaîne grandisse. Nous vous rappelons que suite à cette review, il y aura dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent un rapport de bataille qui va être tourné incessamment sous peu et donc monté à la suite pour montrer de quoi sont capables les Necrons sur la table. Certainement face à du Space Marine, puisque c'est quand même dans l'air du temps, et qu'on avait pensé faire contre du GK par exemple, mais comme le nouveau codex n'est pas sorti, ça aurait sans doute fait des déséquilibres et des trous dans la raquette. Comparer avec deux codex récents. C'est clair. C'est clair, et puis on n'en a pas parlé là, mais il y a des mises à jour qui n'ont pas encore été faites sur les GK, les Genocidaires ou autres, qui font qu'il y a des points de règle qu'on se demande comment elles vont être jouées, notamment par rapport aux auras. Donc là, je pense qu'on partira sur du Space Marine, ou certainement à base vanille pour que ce soit rigolo, et puis on verra bien si les Necrons sont redevenus top méta. Ouais, mais je pense honnêtement que c'est intéressant à jouer en tout cas. Ce sera intéressant à jouer, et je pense qu'aujourd'hui, ce sera plus difficile de ne serait-ce que gagner ou rapporter des points. Je pense que vraiment les Necrons peuvent jouer leurs cartes maintenant dans le méta. Alors c'est pas le Mechanicus. C'est différent, j'ai les deux, hein, mais ça joue pas pareil. Mais on sent que la V9 c'est d'abord prendre des objectifs pour marquer des points et accumuler un nombre de points pour aller à la 5e tour gagner. Et les Necrons sont capables de faire ça aujourd'hui. Avec le nouveau protocole, ils sont plus tanky qu'avec l'ancien. Ils sont plus tanky et ils se déplacent aussi facilement. Il y a le corridor transdimensionnel, on peut les amener en fait, puis il y a les renforts. Voilà, on arrive tout de suite au close. Hein. Ok, eh bien ce sera le mot de conclusion de cette vidéo. Là encore, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et on se retrouve très bientôt sur 40 000 Wargamers.